Nous avons eu un sérieux désaccord à propos de l'enregistrement de Comfortably Numb. Pink Floyd était une véritable force de la nature dans le monde du rock and roll. Ce groupe légendaire a rempli des salles à guichets fermés à la fin des années 60 et 70 et semblait sur le chemin de l'immortalité jusqu'à ce qu'ils se séparent soudainement. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette séparation? Alors que les fans du monde entier spéculent depuis des années sur la véritable raison de cette séparation, nous connaissons enfin la vérité. Roger Waters, l'ancien leader du groupe, aujourd'hui âgé de 80 ans, a révélé tous les détails de la séparation. Qu'avait-il à dire? Rejoignez-nous pour discuter de ce que ce légendaire membre du temple de la renommée du rock and roll avait à dire alors qu'il révèle comment Pink Floyd a pris fin. La vérité va vous choquer. Formation et ascension de Pink Floyd Roger Waters est parti à Londres en 1962 pour intégrer la Regent Street Polytechnic School of Architecture. Pour quelqu'un qui allait devenir plus tard une rock star, c'était un choix étrange. Cependant, une série de tests a montré qu'il était doué en architecture. Il a d'abord pensé à devenir ingénieur en mécanique, mais son chemin l'a conduit à devenir architecte. C'est à l'école polytechnique de Regent Street que Waters a rencontré Nick Mason et Richard Wright. Les trois hommes devinrent de bons amis et commencèrent à sortir ensemble. En septembre 1963, Roger Waters et Nick Mason en avaient assez d'aller à l'école. Alors, ils louèrent un appartement à Stanhope Gardens auprès d'un professeur à temps partiel de leur établissement. Leur vie changea à ce moment-là, et ils commencèrent à se soucier davantage de la musique que des études. Ils ont commencé à faire de la musique avec leurs amis Richard Wright, Keith Noble au chant et Clive Metcalf à la basse. L'histoire continue. Ils ont essayé différents noms de groupes comme Sigma Six et les Megadeth, mais Sigma Six était celui auquel ils restaient le plus fidèles. La sœur de Noble, Sheila, chantait parfois avec eux. Au début, ils jouaient surtout lors d'événements privés et répétaient dans une salle confortable au sous-sol de leur école. Lorsque Metcalf et Noble sont partis pour fonder leur groupe, les choses ont changé. Les membres du groupe voulaient continuer à jouer et ont donc demandé à deux nouveaux membres de se joindre au groupe, avec Bob Close, un guitariste talentueux du nom de Syd Barrett, et Waters à la basse. Le groupe était prêt pour un nouveau départ. Ils ont changé de nom pour devenir les Abdabs, ou parfois les Screaming Abdabs, en janvier 1964. Leonard's Lodgers, Spectrum 5 et T7 furent quelques-uns des noms qu'ils essayèrent avant de finalement choisir Pink Floyd au début de 1966. Ce nom venait de deux musiciens de blues, Pink Anderson et Floyd Council. Il fut rapidement associé à une musique révolutionnaire et à des spectacles légendaires. Au début de l'année 1966, Pink Floyd avait trouvé son personnage principal et Syd Barrett en était le chef. Il jouait de la guitare et écrivait la plupart des chansons du groupe. Leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn, sorti en 1967, mettait en valeur ses talents. Il a écrit ou contribué à écrire presque toutes les chansons de l'album. Une chanson qui ne figurait pas sur la liste était Take Up Thy Stethoscope and Walk de Roger Waters. Mais les choses ont commencé à se dégrader à la fin de 1967. La santé mentale de Barrett se dégradait et il commençait à se comporter de plus en plus bizarrement. Il lui était donc difficile de continuer à être le leader artistique du groupe. Début 1968, le groupe et ses managers se réunirent pour discuter de la suite des événements. Barrett ne pouvait plus faire la différence comme avant, et tout le monde s'accordait à dire que c'était un choix difficile. Dans le cadre de l'accord, il quitta le groupe. Malgré ce triste événement, Pink Floyd en profita. Le nouveau manager de Pink Floyd, Steve O'Rourke, prend la direction du groupe. Le départ de Syd Barrett du groupe entraîne l'embauche officielle de David Gilmour pour combler le vide. Roger Waters remplace Syd Barrett comme leader artistique de Pink Floyd en 1968. Waters était celui qui savait comment orienter la musique du groupe vers ses intérêts, qui étaient plus politiques et philosophiques que le style fantaisiste de Barrett. Waters et Ron Geeson ont travaillé ensemble en 1970 pour réaliser Music from the Body, la bande originale d'un documentaire. Ce projet unique en son genre a montré à quel point Waters était prêt à essayer de nouvelles choses et à travailler dans des genres différents. Au fil du temps, Waters a eu un impact de plus en plus important sur la musique de Pink Floyd.
Il est devenu le chanteur principal et le parolier du groupe, chantant souvent aux côtés de David Gilmour et parfois de Richard Wright. À la fin des années 1970 et jusqu'à son départ du groupe en 1985, il était la force artistique derrière leur travail. Le disque Dark Side of the Moon de Pink Floyd est sorti en 1973 sous la direction de Roger Waters. Il a connu un grand succès lorsque Waters a écrit toutes les paroles de ce disque. Il s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde et est resté dans les charts Billboard pendant 736 semaines d'affilée. En 2005, il se vendait encore à de nombreux exemplaires chaque semaine. L'album est l'un des plus vendus aux États-Unis et le deuxième au monde. Waters était fier de la puissance de son disque. Il se souvient de l'avoir joué à sa femme et de l'avoir vu pleurer. C'est à ce moment-là qu'il a su qu'il avait créé quelque chose de vraiment spécial qui touchait profondément les gens. À cette époque, les pensées et les sentiments de Waters ont eu un impact considérable sur la musique de Pink Floyd. The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals. The Wall et The Final Cut étaient tous des albums conceptuels, ce qui signifie qu'ils racontaient des histoires ou abordaient certains sujets. Les chansons de Waters parlaient souvent du prix de la guerre et de la mort de son père pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses chansons de leur ancien album, A Saucer Full of Secrets, avaient ce thème. Elle apparaît également sur l'album When the Tigers Broke Free, at the Fletcher Memorial Home, et sur l'album The Final Cut, qui rendait hommage à son père. L'enfance de Waters en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale a eu un impact considérable sur The Wall, un autre disque célèbre de Pink Floyd sorti en 1979. On y retrouve des thèmes de solitude, des pertes, d'abandon, des murs émotionnels que nous érigeons autour de nous et des pressions de la célébrité. Des millions de personnes l'ont apprécié, ce qui en fait l'un des disques les plus vendus de tous les temps. Il s'est écoulé à plus de 23 millions d'exemplaires aux États-Unis. Pink Floyd a embauché Bob Ezrin comme coproducteur pour ce grand projet et le talentueux peintre Gerald Scarfe pour réaliser la célèbre pochette de l'album. Ils ont également fait une énorme tournée appelée The Wall Tour, qui comprenait des spectacles élaborés au cours desquels un immense mur a été construit puis démoli. Mais ce succès ne dura pas éternellement. Waters quitta Pink Floyd et se réunit. Le dernier concert de cette tournée, qui eut lieu à Earl's Court à Londres en 1981, fut la dernière fois que Pink Floyd joua avec Roger Waters jusqu'à l'événement Live with en 2005, où ils se réunirent brièvement. Le dernier album de Pink Floyd avec Waters, intitulé The Final Cut, est sorti en 1983. Cet album était principalement consacré au travail solo de Waters, puisqu'il a écrit toute la musique et les paroles. Les paroles de l'album étaient sombres et politiques. Il critiquait le gouvernement britannique et s'en prenait même à la première ministre Margaret Thatcher. Il était difficile de travailler sur The Final Cut car Waters et les autres membres du groupe, en particulier David Gilmour, n'étaient pas toujours d'accord sur la façon de faire de la musique. Waters a refusé la demande de Gilmour de reporter l'enregistrement pour pouvoir écrire quelques chansons. C'est pour cette raison que le nom de Gilmour a été retiré du générique, mais il a quand même été payé. The Final Cut a été un succès critique, même s'il y avait des problèmes au sein de l'équipe. Le magazine Rolling Stone lui a attribué 5 étoiles et a déclaré qu'il s'agissait de la meilleure œuvre d'art jamais réalisée par rock. Les tensions au sein de Pink Floyd s'accumulaient depuis des années, et lorsque Roger Waters quitta le groupe en 1985, elles finirent par éclater. Les différences artistiques entre les membres étaient désormais insurmontables et Waters pensait que le groupe avait perdu son étincelle. En utilisant une clause de son contrat, il annonça publiquement aux maisons de disques EMI et CBS qu'il quittait le groupe en décembre de la même année. La rupture ne s'est pas faite à l'amiable. Waters a intenté un procès pour mettre fin au partenariat avec Pink Floyd en 1986, affirmant que le groupe n'était plus une unité créative capable de fonctionner de manière autonome. Bizarrement, il les a qualifiés d'épuisés. Mais David Gilmour et Nick Mason, les deux autres membres, n'étaient pas prêts à abandonner le nom de Pink Floyd. Ils voulaient continuer à composer des chansons sous la même bannière. Cela a donné lieu à un procès houleux pour savoir à qui appartenait le nom et la musique du groupe. Waters pensait que Pink Floyd sans lui serait une insulte à leur histoire. Cela ne lui semblait pas juste, dit-il.
comme si Paul McCartney et Ringo Starr essayaient de jouer les Beatles sans John Lennon. Il avait peur que Gilmour et Mason engagent de nouvelles personnes pour écrire la musique. Quoi, selon lui, ne serait pas aussi bonne que ce qu'ils avaient déjà fait. La bataille juridique a duré longtemps, jusqu'en 1987, date à laquelle Waters et les autres membres de Pink Floyd ont finalement trouvé un accord. Après la fin de son contrat de manager, Waters a conservé les droits sur certaines créations de Pink Floyd, comme l'idée du mur et du cochon gonflable d'animaux. En 1999, Gilmour a déclaré que Waters avait refusé une offre de jouer Dark Side of the Moon avec le groupe lors d'un concert à Londres. En 2005, Roger Waters a écrit sur les raisons de son départ de Pink Floyd. Il a reconnu que cela avait été une période difficile et négative, et qu'il avait contribué à ce pessimisme. Il a dit qu'il se sentait mal d'avoir essayé d'imposer son opinion sur le travail et la valeur du groupe aux autres membres, sachant qu'ils n'étaient pas toujours d'accord avec lui. À ce moment-là, il a pris conscience de lui-même et a vu à quel point ses actions avaient aggravé les choses. Il a été surpris de voir quelque chose qui semblait impossible se produire. Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason et Richard Wright se sont retrouvés sous le nom de Pink Floyd pour un concert lors de l'événement Live 8 à Hyde Park à Londres en juillet 2005. Depuis leur dernier concert sous le nom de The Wall en 1981, cela faisait 24 ans qu'ils n'avaient pas joué ensemble. Le groupe a interprété certaines de ses chansons les plus célèbres, comme Money, Wish You Were Here et Comfortably Numb, au cours d'un set de 23 minutes. Les fans étaient ravis de revoir le célèbre groupe et cela a fait pleurer le groupe et les fans. Waters a déclaré que les chances d'une réunion complète étaient faibles, même si l'expérience avait été bonne. Lui et Gilmour avaient toujours des idées différentes sur l'endroit où le groupe devait se rendre et sur les chansons qu'ils devaient jouer. Même si Waters avait prévu de jouer un ensemble de chansons différents, il a décidé de jouer les mêmes pour une seule soirée. Même si des désaccords subsistaient, le concert en direct fut un puissant témoignage de l'héritage durable de Pink Floyd et du pouvoir de leur musique sur des générations de fans. Le groupe avait traversé de nombreuses difficultés, mais pendant une courte période, ils étaient tous sur la même longueur d'onde. En novembre 2005, Pink Floyd a été admis au UK Music Hall of Fame. Ils ont été intronisés au US Rock and Roll Hall of Fame le 17 janvier 1996. C'est un bel honneur pour ce qu'ils ont fait pour l'histoire de la musique. En parlant de ce qu'ils ont fait pour la musique, Roger Waters semble avoir été celui qui a le plus bénéficié de cette séparation, comme vous le verrez dans le dernier chapitre. La carrière de Roger Waters après Pink Floyd. Après avoir quitté Pink Floyd, Roger Waters a entamé un nouveau voyage musical. Il a sorti son premier disque en tant qu'artiste solo intitulé The Pros and Cons of Hitchhiking. Ce n'était pas un disque de rock ordinaire. C'était un regard très personnel sur la façon dont Waters ressentait l'amour, l'engagement et l'attrait d'une vie sans souci. Reg est le personnage principal de l'histoire. Il lotte avec ses désirs d'une vie de famille stable et la liberté de la route. Les rêves et les fantasmes de Reg prennent vie à travers la musique, qui regorge d'images vives et de mots profonds. Waters a fait appel à de grands noms pour l'aider à donner vie à cette idée unique en son genre. Eric Clapton, le guitariste légendaire, a donné à l'album son blues caractéristique. David Sanborn, saxophoniste de jazz, a ajouté une touche d'improvisation soul. Le talentueux Gerald Scarfe, qui a également travaillé sur The Wall de Pink Floyd, a conçu la pochette du disque. Cela a ajouté un autre niveau de narration visuelle au projet. Mais The Pros and Cons of Hitchhiking n'a pas plu à tout le monde. Certains critiques, comme Kurt Loder, ont trouvé l'album étrange et sans intérêt. Don's Rolling Stone, ils lui ont attribué une note sévère d'une étoile. D'autres, comme Mike Deegan d'AllMusic, ont trouvé que c'était une œuvre brillante et symbolique qui faisait un usage remarquable d'images oniriques et de flux de conscience. Même si son premier album solo a reçu des critiques mitigées, Waters ne s'est pas laissé arrêter. Il est parti en tournée avec Eric Clapton et un nouveau groupe en 1984 pour promouvoir The Pros and Cons of Hitchhiking. Les concerts ont été animés par des morceaux nouveaux et anciens de Pink Floyd, ce qui a permis aux fans de découvrir les deux genres. La tournée a débuté à Stockholm le 16 juin, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Peu de gens ont acheté des billets.
et certains grands sites ont dû annuler les événements. Waters a finalement déclaré que la tournée lui avait coûté beaucoup d'argent, mais il n'a pas abandonné. En 1985, il a amené le spectacle en Amérique du Nord était joué dans des salles plus petites sous le nom de The Pros and Cons. Il a également joué quelques vieilles chansons de Pink Floyd. C'était pour lui une façon de rencontrer ses fans dévoués et de montrer sa musique dans un cadre plus personnel. Même s'il y a eu des problèmes au début, l'album a finalement été certifié disque d'or, ce qui montre à quel point il était en train de devenir populaire. Waters a continué à explorer ses talents artistiques en dehors de la musique. Il a composé des chansons et une bande originale pour le film d'animation When the Wind Blows, quand le vent souffle, sorti en 1986 qui raconte l'histoire triste d'un couple confronté aux conséquences d'une attaque nucléaire. Le nom de son groupe de projet était The Bleeding Heart Band, et le chanteur Paul Carrick en faisait partie. Son deuxième disque, Radio Chaos, est sorti en 1987. Billy était un homme sourd issu d'une ville minière pauvre du pays de Galles qui pouvait entendre les ondes radio dans sa tête. Ce concept d'album raconte son histoire. L'histoire de Billy est celle de l'autonomisation et du défi. Alors qu'il apprend à parler à un animateur radio et à prendre le contrôle de tous les ordinateurs du monde. Il simule une attaque nucléaire pour essayer d'améliorer les choses, car il n'aime pas la façon dont les choses se passent dans le monde. Après la sortie du disque, Waters part en tournée en 1987 cette fois pour donner vie à l'histoire de Radio Chaos sur scène. Même si sa dernière tournée a été difficile, Waters a continué à repousser les limites de sa créativité et à chercher de nouvelles façons d'utiliser la musique pour partager ses idées. Le concert était un spectacle sans précédent. Il s'est déroulé sur un immense terrain entre les parcelles de Post-Homer et la porte de Brandebourg. Selon certaines estimations, le nombre de spectateurs présents était 2 fois plus élevé que le nombre officiel de spectateurs, qui était de plus de 200 zéros. Un autre fait étonnant est qu'1 milliard de personnes ont regardé le spectacle en direct à la télévision. Un milliardaire britannique du nom de Leonard Cheshire a demandé à Waters d'organiser ce spectacle géant pour récolter des fonds pour des œuvres caritatives, et pas seulement pour le plaisir. Joni Mitchell, Van Morrison, Cyndi Lauper, Bryan Adams. Les Scorpions et Sinéad O'Connor ne sont que quelques-uns des artistes célèbres. Waters a pu le rejoindre. Il a même pu compter sur l'aide d'une fanfare soviétique, d'un orchestre symphonique et d'une chorale étalement et d'avions militaires américains. Les artistes et la mise en scène étaient excellents. Mark Fisher a créé un décor avec un immense mur de 25 mètres de haut et de 168 mètres de long. D'énormes marionnettes gonflables ressemblant aux œuvres originales de Gerald Scarfe pour le disque mural se dressaient au-dessus de la scène. Un régal pour les yeux qui a captivé la foule et de nombreuses stars du rock ont été invitées au spectacle. Les anciens partenaires de Waters, Gilmour, Mason et Wright, étaient visiblement absents. Le spectacle fut un énorme succès, même si la formation complète de Pink Floyd n'était pas présente. Waters sortit plus tard un double disque du spectacle, qui devint disque de platine aux États-Unis. Roger Waters était prêt pour un nouveau départ en 1990. Il change de maison de disques et engage Mark Fenwick comme nouveau manager. Il signe également un contrat mondial avec Columbia. Il enregistre ainsi son 3e album, Amused to Death Possible, en 1992. En raison des manifestations de la place Tiananmen et de la guerre du Golfe, cet album n'était pas seulement un recueil de chansons. C'était un album à thème puissant et stimulant. Waters s'en est servi pour critiquer l'idée que la guerre devienne un divertissement, en particulier à la télévision. Amusing Ourselves to Death de Neil Postman est le livre auquel le titre fait référence. Ce livre parle de la façon dont les médias peuvent nous empêcher de prêter attention à des choses importantes. Waters a réuni un groupe de personnes talentueuses pour l'aider dans ce grand projet. Patrick Leonard, qui a travaillé sur A Momentary Lapse of Reason de Pink Floyd, a coproduit le disque. Jeff Beck, le célèbre guitariste, a joué sur de nombreuses chansons, et de nombreux autres musiciens ont également fait un excellent travail. Le fait que l'album ait été réalisé dans 10 studios différents montre à quel point les musiciens ont travaillé dur. Beaucoup de gens ont aimé Amused to Death, et certains ont même dit que cela leur rappelait le travail de Waters avec Pink Floyd, outre The Dark Side of the Moon at the Wall. Waters lui-même pensait que c'était l'un de ses meilleurs morceaux. Aux États-Unis,
C'est la chanson What God Wants. Mais l'un d'eux a atteint la 5e place du classement Billboard Main Street Rock Tracks et la 35e place au Royaume-Uni. De nombreux critiques ont donné de bonnes critiques à Amused to Death. Mais il ne s'est pas vendu aussi bien que certains des premiers disques de Waters. Il a vendu environ 1 million d'exemplaires. Mais il n'est pas parti en tournée pour le promouvoir. Les fans ont dû attendre 7 ans. Jusqu'à la tournée In the Flesh de Waters en 1999 pour entendre certaines de ses chansons en live. Mais Amused to Death a permis à Waters de se faire connaître davantage en solo, même sans tournée. Il a réalisé un gros album risqué qui a mis en valeur sa vision unique et son dévouement inébranlable au commentaire social. En 1999, Roger Waters a pensé qu'il était temps de repartir en tournée après une longue pause. Sa tournée In the Flesh a été un événement majeur. Elle comprenait à la fois des concerts en solo et de vieilles chansons de Pink Floyd. Le spectacle a eu beaucoup de succès, surtout aux États-Unis. Il a été si difficile d'obtenir des billets que de nombreux concerts ont dû être déplacés dans des salles plus grandes, même si le groupe avait réservé des salles plus petites. La tournée In the Flesh a fait le tour du monde pendant 3 ans et s'est terminé par un grand spectacle au Festival de Glastonbury en 2002. Plus de 70 personnes sont venues voir Waters jouer. Il a interprété 15 chansons de Pink Floyd et 5 de ses propres chansons. Bien que le retour triomphal de Waters sur scène ait été formidable, il ne pensait pas seulement à voyager. Waters a joué un rôle important dans la transformation de The Wall en comédie musicale de Broadway, révélée par Miramax en 2004. Des chansons de Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, et d'autres disques de Pink Floyd, ainsi que de nouvelles chansons, devaient figurer dans la comédie musicale. Des extraits de l'opéra ont été joués à Malte en mai 2004 dans le cadre des célébrations de Welcome Europe. La production de Broadway était encore en cours de réalisation à l'époque. Un spectacle de lumière et de feux d'artifice accompagnait la musique, donnant au public un avant-goût de ce qui allait suivre. En juin 2006, Roger Waters a commencé sa tournée mondiale de 2 ans intitulée Dark Side of the Moon pour s'en souvenir. Les prestations étaient très variées. La première partie était un mélange de classiques de Pink Floyd et de solos de Waters. La seconde partie était une interprétation complète de The Dark Side of the Moon. C'était la première fois depuis plus de 30 ans que Waters jouait l'intégralité de l'album en live. Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, a rejoint Waters lors de certains concerts pour ajouter une touche nostalgique. Il a joué avec Waters pendant le concert de Dark Side of the Moon et le rappelle. Les fans qui avaient manqué de les voir jouer ensemble ont finalement pu les voir ensemble. À ce jour, Roger Waters reste une source d'inspiration pour de nombreuses personnes dans le monde de la musique. Que pensez-vous de ce groupe légendaire? Roger Waters avait-il raison de s'arrêter? N'hésitez pas à partager vos réponses, vos réflexions et vos opinions dans la section commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de l'aimer, de la partager et de vous abonner à cette chaîne pour profiter de plus de vidéos comme celle-ci. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.